Je m'appelle Serge Trigano, je suis aubergiste. On vous parle beaucoup des conquêtes du monde par les nouvelles technologies, les fameuses GAFA américaines ou les formidables licornes françaises appuyées par la BPI. Mais vous savez, on peut aussi partir à la conquête du monde de façon différente, avec un peu d'amour, avec quelques idées, un peu de gentillesse. C'est un des enjeux des acteurs du monde du tourisme. Et moi, j'ai eu la chance de vivre deux belles aventures. La première, c'est le Club Méditerranée. On est en 1950, la guerre vient de se terminer. Les hommes, les femmes ont souffert 1000 privations, 1000 drames. Et deux hommes, Gérard Blitz et Gilbert Trigano, vont avoir l'idée de créer un lieu où tout redeviendrait possible. Un lieu proche de la nature, proche de la mer, proche du soleil. Un village où on peut faire la fête, un village où on peut faire du sport, faire enfin de vrais repas. Un village où on peut faire des rencontres, où on peut faire l'amour. Le Club Méditerranée va naître en cet été 1950 à Alcudia, aux Baléares. 2000 clients, hystériques de bonheur. 3000 l'année d'après à Barati en Italie, 5000 l'année d'après à Corfou en Grèce. Et à partir de là, Gilbert Trigano, de ses bureaux de la place de la Bourse, n'aura de cesse que de mettre en place une formidable organisation, parce qu'apporter du bonheur aux gens, il faut que ça soit un peu organisé, et en même temps de grandir, de partir à la conquête, et d'essayer de développer le club. Il va utiliser ces week-ends à sillonner la Méditerranée, à essayer de trouver les plus belles plages et à essayer de convaincre des chefs d'État de tous bords, des rois, des dictateurs, des présidents du Parti communiste, des bien-fondés du tourisme pour le développement de leur pays et du Club Méditerranée en particulier. Il va créer des villages en Grèce, en Turquie, en Israël, au Maroc, en Tunisie. Et à l'aube des années 80, Gilbert se dit qu'il pourrait aller encore plus loin et partir à la conquête du monde. Et dans sa tête, le monde est idéalement bien fait. Il y a 3 grands lacs de vacances, la mer Méditerranée, la mer des Caraïbes et la mer de Chine. Au-dessus de ces grands lacs, il y a des grands pays donneurs de vacanciers, le marché européen au-dessus de la Méditerranée, le Japon et la Chine au-dessus de la mer de Chine, les États-Unis et le Canada au-dessus des Caraïbes. Et au sud de ces grands lacs, il y a toute une flopée de pays plus beaux les uns que les autres, prêts à recevoir des clients, des pays où il fait beau toute l'année, des pays où les gens sont gentils, où on mange bien, et accessoirement des pays où les coûts sont faibles. Alors on mettra en place les meilleures équipes commerciales dans les pays du Nord, et on recrutera et on formera les plus belles équipes géo dans les pays du Sud. On affinera un peu le concept pour être sûr de répondre à toutes les sensibilités de chacun des clients. À la fin de cette décennie, à la fin des années 80, le Club Méditerranée a à peu près réussi son pari. La clientèle française, qui n'a jamais cessé de croître, ne représente plus qu'un tiers de la clientèle mondiale. Le club est devenu la première entreprise mondiale spécialisée dans l'univers des vacances. C'est 1 200 000 clients, 150 implantations dans le monde et 25 000 personnes qui y travaillent. Mais beaucoup plus que ça, le club a été un phénomène de société. Il a changé la vie de millions de gens. Il a créé des milliers d'emplois. Il a donné un job à des jeunes garçons et filles qui débutaient dans la vie. Et il a apporté du bonheur à des millions et des millions de clients. Et moi, j'ai eu la chance de participer à cette aventure. J'ai participé à la conquête du marché américain. Et en 1997, je venais d'être nommé président du club. On essayait de sortir des soubresauts de la guerre du Golfe qui avait été très, très dur pour notre métier. Et la famille Agnelli, qui était devenue l'actionnaire de référence du club, décide de me virer. C'est un peu dur, c'est un peu violent, mais c'est la règle du jeu. Il n'y a rien à dire. On avait fait un exercice où les résultats étaient inférieurs aux attentes du marché. Je peux juste dire que les Agnelli mettaient un peu plus d'élégance dans le choix de leurs costumes chez un grand tailleur milanais plutôt que dans la façon de se séparer de dirigeants qui ne leur convenaient plus. Mais c'est comme ça, c'est la vie, et à la limite, ça a peut-être été la chance de ma vie. J'ai à l'époque 50 ans, ni l'envie ni les moyens de m'arrêter. J'ai la chance d'avoir 2 fils formidables à mes côtés, et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et on se dit qu'il y a peut-être une opportunité. Et si le XXe siècle avait été pour le tourisme celui des plages, et si le XXIe siècle était celui des villes? Parce que les villes se sont réinventées, elles se sont embellies, elles sont devenues faciles d'accès grâce au low-cost et au TGV. L'offre hôtelière y est sans grand intérêt, et on se met à imaginer de créer un lieu qui serait beaucoup plus qu'un hôtel. Un hôtel ouvert aux habitants de la ville, avec des bars, des restaurants, des karaokés, des salles de conférence, des baby-foot, des rooftops. Ce sera le Mama Shelter. On a la chance de trouver un site dans le 20e arrondissement de Paris. L'équipe est formidable. Mes 2 fils, Jérémy et Benjamin, aux manettes opérationnelles.
Cyril, notre associé historique, le génial Philippe Starck au design, Alain Sandorins, le talentueux et regretté grand chef de cuisine. Tout est prêt. Il y avait juste un tout petit point de détail que j'avais un peu négligé, c'est le financement. Je pensais qu'il suffirait d'appeler les banquiers qui m'avaient accompagné au club. Bien sûr, ils étaient prêts à prêter de l'argent à Serge Trégano, président du club, mais certainement pas à Serge Trégano qui en a été viré. Donc je ramerai un peu pour trouver le financement. Je mettrai tout l'argent que j'avais gagné dans ma première vie et je finirai par trouver les caisses d'épargne, la Socfim et Oseo, un des ancêtres de la BPI, qui accepteront de financer le MAMA. Ils auront bien raison, ce sera un grand succès, on marchera dès la première année. Alors après Paris, on décidera de faire Marseille, Lyon et Bordeaux, et on se dit, et si on repartait à la reconquête du monde? Et si avec ce concept, on essayait de partir et d'en poser un peu partout dans le monde? On rencontre Sébastien Bazin, il vient de prendre la présidence d'Accor, il a envie de diversifier son portefeuille de marques. Il prend un ticket dans le MAMA, il est entre-temps devenu actionnaire à 100% de Mama Shelter. Et avec lui, on pose des petits mamas un peu partout. On vient d'ouvrir Rome, que je vous conseille, il est magnifique, page publicitaire gratuite. On ouvre dans quelques jours Lisbonne, l'année prochaine on ouvrira Dubaï. Il y a une douzaine de mamas en construction, une quarantaine de mamas en négociation sur un ensemble de lieux, entre autres les États-Unis et l'Afrique, où je crois qu'on pourrait avoir un formidable développement. Alors oui, vive la conquête du monde par le tourisme, parce que le tourisme, c'est l'opposé de la guerre. C'est aller chez les autres avec de l'amour et de la gentillesse. Vive la conquête du monde par le tourisme, que celui-ci soit élitiste, mais aussi populaire, et arrêtons de critiquer le tourisme de masse. Vive la conquête du monde par le tourisme qui permet de créer des milliers d'emplois un peu partout dans le monde et qui permet de donner sa chance à de jeunes entrepreneurs. Et vive et merci, cher Nicolas Dufourcq, à la BPI, qui nous aide à réaliser nos rêves de conquête. Merci beaucoup.